Bonsoir à tous. Bienvenue, que vous soyez élus, acteurs locaux, associatifs, économiques, habitants de Pontchâteau ou des communes environnantes. Bienvenue à tous. Bienvenue à Madame Guyonnet, représentante de la CELA, de Madame Valérie Joussaume, chercheure, enseignante-chercheuse, et puis de Madame Kopp aussi, donc architecte du CAEE, du Conseil Architecture et d'Urbanisme de l'Environnement. La ville de Pontchâteau et la Loire-Atlantique Développement CELA vous proposent ce soir une soirée débat sur habiter son territoire rural demain. L'arrivée d'un nouveau quartier est une chance pour réfléchir à notre mode de vie, à son évolution, pour améliorer la qualité de vie des citoyens tout en réduisant les impacts écologiques. La société est en pleine mutation. L'arrivée du numérique, la transition énergétique, l'économie de nos espaces re-questionne nos modèles d'habitat, de travail et de déplacement. L'avenir semble s'orienter vers une mixité des fonctions et des lieux. Il s'agit donc de rechercher ensemble comment notre ville et ses espaces doivent se développer demain en valorisant son histoire, son patrimoine, ses paysages, ses mobilités. Notre responsabilité d'élus est d'imaginer avec vous la ville idéale, ou presque, dans l'espace et dans le temps pour que les générations futures puissent y vivre, y travailler. Il faut donc que nos projets trouvent un cadre permettant de guider l'action dans le cadre d'une vision à long terme, autour duquel s'articuleront les projets en gardant une cohérence urbaine, architecturale et paysagère. Et pour initier cette réflexion, nous avons la chance d'accueillir ce soir Valérie Joussaume et Madame Kopp qui vont nous faire voyager dans le temps. Et donc, je vous souhaite une très belle soirée. Je vais passer la parole à Madame Guyonnet de la CELA qui va vous donner le déroulement de la soirée et vous faire une présentation de nos invités. Merci à tous et bonne soirée. Merci Madame Cornet. Bonsoir à tous. Donc effectivement, aujourd'hui, l'objectif de cette soirée, c'est prendre de la hauteur, réfléchir sur l'urbanisme et l'habitat tel qu'on pourrait l'imaginer à Pontchâteau, réfléchir au type d'aménagement qu'on pourrait mettre en œuvre pour les quartiers, les lieux de vie des habitants des 10-20 prochaines années de Pontchâteau. Programme ambitieux, on ne résoudra pas tout ce soir, mais c'est effectivement un peu lever le nez des projets et puis échanger des idées. Pour rappeler quand même dans quel cadre se déroule cette soirée, donc cette soirée, on l'organise dans le cadre de l'opération d'aménagement du futur quartier d'habitat Couette-Rosique, donc qu'on voit ici, hop, je vais mettre un pointeur, qu'on voit ici en vue aérienne. Vous reconnaîtrez le centre-ville de Pontchâteau où nous sommes. Donc ce projet d'aménagement de ce nouveau quartier au sud du centre-ville se déroule sur un périmètre qui est assez important, 55 hectares, au cœur, autour de la vallée du Brivet, et environ 20 hectares urbanisables. C'est un projet qui est engagé depuis plusieurs années et dont la réalisation s'étendra sur plusieurs années. On parle des 10-15 ans à venir. Le projet s'est traduit par la création d'une ZAC, alors c'est le terme un peu barbare pour décrire une zone d'aménagement concerté, une procédure administrative et opérationnelle que peuvent mobiliser les collectivités pour mener à bien des projets importants. Et pour mener effectivement ce projet, le choix de la collectivité a été de s'entourer d'un aménageur pour piloter et réaliser l'opération. Donc c'est la société Loire-Atlantique Développement CELA que je représente qui a été désignée et qui a engagé un travail en partenariat avec la ville de Pontchâteau, puisqu'on offre à la commune nos moyens dédiés, notre expérience, notre expertise. Juste pour vous présenter un peu, donc Loire-Atlantique Développement CELA, on est une société d'économie mixte qui a été créée en 1959. On accompagne aujourd'hui plus de 70 collectivités du département de Loire-Atlantique. Et notre rôle, c'est vraiment d'être pilote d'opération, de procéder aux opérations, aux études opérationnelles, aux travaux de viabilisation du terrain, à la commercialisation et d'assurer le financement de l'opération, avec une démarche d'intérêt général et de développement des territoires qui est dans notre ADN de société d'économie mixte. Aujourd'hui, on propose sur toute la Loire-Atlantique un peu plus de 300 terrains à bâtir. On a aussi un certain nombre de zones d'activité ou d'équipements publics qu'on peut réaliser.
Et donc on a quelques opérations de référence dans le département qui ont pu avoir des prix, comme Maisonneuve à Guérande par exemple, ou La Fleurie à Carquefou, c'est parmi d'autres exemples. Aujourd'hui, le point de départ donc, de cette soirée qui nous réunit ce soir, c'est en fait une journée de travail qu'on a eue au début de notre mission avec la commune, où on a fait intervenir un certain nombre d'intervenants. L'objectif était, dans un souci de réflexion et de partage des objectifs de l'opération d'aménagement, de questionner le type d'aménagement, le type d'habitat, les lieux de vie qui seront créés. S'interroger sur les attentes des habitants, alors les habitants actuels, mais aussi les habitants futurs, puisqu'on se projette aussi dans une opération aujourd'hui à 10-15 ans à venir. Et puis les confronter aussi aux enjeux qui sont les enjeux du site de Couette-Rosy, qui est assez particulier, avec une topographie marquée, qui est vraiment aux portes du centre-ville, qui est autour d'un espace naturel qui est la vallée du Brivet. Donc aujourd'hui, les interventions lors de cette journée avaient donné lieu à des échanges qui étaient riches, d'où cette idée qui était venue de les partager avec le plus grand nombre pour enrichir cette réflexion qui nous sert, nous, aujourd'hui, de matière pour concevoir le projet de Couette-Rosy. Donc cette soirée, on ne va pas parler du projet de Couette-Rosy à proprement parler, l'objectif c'est d'échanger sur vos attentes, votre vision, de réagir sur ce que les intervenants vont nous présenter, et cela vient en complément d'ateliers qui ont eu lieu précédemment cette année, donc où on a eu un diagnostic en marchant et un atelier de co-conception qui ont réuni des habitants riverains, des membres d'associations, des membres de la commission extra-municipale, et qui nous permettent d'enrichir le travail de conception qu'on poursuit, de diagnostic et de conception qu'on poursuit aujourd'hui. Alors, pour vous présenter du coup les intervenants qui vont prendre la parole juste après. Donc nous avons Valérie Joussaume. Donc Valérie Joussaume, qui est maître de conférence à l'Institut de géographie et d'aménagement de l'Université de Nantes, et membre d'un laboratoire de recherche du CNRS qui s'appelle Espace et Société. Alors Valérie Joussaume, elle se présentera, je pense, aussi avant de démarrer. Donc c'est une géographe qui est dite ruraliste, donc spécialiste des bourgs et des petites villes de l'Ouest, et dont le sujet d'étude est les enjeux de l'urbanisme en milieu rural. Valérie Joussaume est intervenue donc, pour nous dans le cadre de l'opération, et est intervenue aussi auprès de beaucoup de collectivités ou d'associations qui sont désireuses de s'interroger sur la mutation des modes de vie que connaissent les espaces ruraux et périurbains pour justement imaginer un urbanisme rural contemporain qui correspondrait aux défis des années à venir. L'intervention qui suivra donc sera Nathalie Kopp du CAUE. Donc, le CAUE, c'est le Conseil en architecture, urbanisme et environnement de Loire-Atlantique. C'est une association départementale qui a pour but de développer l'information, la sensibilisation, la participation du public sur l'architecture, l'urbanisme, l'environnement, les paysages. Et donc, à ce titre, le CAUE est un partenaire des collectivités ou des particuliers pour les accompagner dans leurs projets d'aménagement ou de construction. Je vais leur céder la parole. Alors bonsoir à tous, donc c'est moi qui vais commencer. Voilà, je suis Valérie Joussaume, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Nantes. Et je travaille depuis à peu près 25 ans à observer les transformations des campagnes de l'ouest de la France. J'ai fait une thèse il y a une vingtaine d'années, parmi lesquelles j'étudiais les bourgs centres de la Loire-Atlantique, et à l'intérieur de ces de gros bourgs et petites villes que j'observais, il y avait Pontchâteau. Alors, ce que je vais essayer de partager avec vous ce soir, je vais essayer de donner du sens, en fait, de re-raconter l'histoire pour donner du sens à comprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans notre société et qu'est-ce que ça a comme impact dans notre relation au territoire et dans notre façon d'aménager l'espace. Alors, je peux prendre... Comment... Alors souvent, quand
pourquoi j'ai commencé à avoir ces propos-là et dans les collectivités et auprès des collectivités qui me le demandaient, c'est parce que je me rendais compte que quand on allait dans des soirées de discussion sur des aménagements, on ne parlait que de mètres carrés, d'argent et de réglementation comptable, juridique, financière. Et à chaque fois que moi je prenais la parole, on me disait « Ah mais c'est pas possible juridiquement, c'est pas possible techniquement, c'est pas possible financièrement ». Et j'ai commencé à me dire « Mais je pense que vraiment, en ne parlant que de mètres carrés, d'argent, de réglementation, on en oublie vraiment l'essentiel, à savoir que l'être humain est un être d'émotion, un être qui vit dans les espaces et qui va passer sa vie dans les espaces et qui est dans d'autres approches complètement et qu'on passe vraiment à côté de l'essentiel. Alors, pour vous faire comprendre un petit peu les mutations de notre société et comment moi je commence à envisager des possibilités d'aménagement pour l'avenir, je vais vous raconter notre histoire. Vous allez trouver que je pars de très loin et vous allez vous demander où je m'en vais, mais faites-moi confiance. Donc, notre histoire, à tous, c'est une longue histoire. Et moi, en tant que géographe, j'observe la relation que l'être humain il a avec son environnement. Et quand on regarde l'histoire de l'humanité, on peut dire qu'il y a 4 phases dans l'histoire de l'humanité. La première phase, c'est lorsque nous étions des chasseurs-cueilleurs. Nous vivions comme des prédateurs sur notre environnement. Et donc, on était des chasseurs-cueilleurs. Ça a duré des dizaines de milliers d'années. Alors là, notre relation à l'espace est très particulière puisque nous n'étions pas vraiment sédentaires. On bougeait dans l'espace. On ne pouvait vivre qu'en petits groupes d'une dizaine pour trouver notre nourriture autour de nous dans un espace à pied où on pouvait marcher. Bon, je ne vais pas insister là-dessus parce que c'est très loin, ça a un peu d'impact avec ce dont je vais vous parler ce soir, mais on en a des souvenirs génétiques dans notre corps de cette période où nous étions des chasseurs-cueilleurs pendant des dizaines et des centaines de milliers d'années. Et puis il y a eu une grande révolution dans notre histoire, c'est l'invention de l'agriculture. L'invention de l'agriculture, c'est ce qu'on appelle la révolution du néolithique. L'homme est devenu un paysan, c'est-à-dire que le fondement économique des sociétés humaines, ça a été de produire de la nourriture et d'échanger cette nourriture. Ça a totalement changé notre relation à l'espace et au monde. On s'est sédentarisé. On a vécu dans des groupes beaucoup plus importants. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la structure d'habitat, la structure de peuplement dans laquelle nous vivons aujourd'hui, très largement, a été construite par cette grande civilisation paysanne. Les fermes, les villages, les bourgs, l'origine de ces noyaux de peuplement date de cette grande civilisation paysanne. Cette grande civilisation paysanne nous a laissé plein d'héritages et notamment, Emmanuel Todd, l'anthropologue, dit ça a laissé comme héritage les systèmes familiaux qui eux-mêmes vont définir nos systèmes politiques, etc. Alors ça a fonctionné en Europe, en France, après 7000 ans, puisque l'agriculture est arrivée en France, dans le territoire qui aujourd'hui s'appelle la France, il y a à peu près 4700 ans, donc il y a à peu près 7000 ans d'histoire. Et puis cette grande civilisation paysanne, elle a été, donc notre relation au territoire, où on habitait de façon dispersée pour produire de la nourriture, ça a été chamboulé par la révolution industrielle. L'industrie, c'est une activité économique qui, contrairement à l'agriculture, l'industrie est concentrée dans l'espace. Donc la révolution industrielle, elle a produit une concentration des humains dans les usines dans les villes, et donc un processus d'urbanisation très, très rapide. Et là, notre répartition sur l'espace a complètement été transformée, avec un exode rural massif vers les villes, etc. Aujourd'hui, en fait, il semble que nous soyons dans une nouvelle révolution qui est enclenchée par le numérique. Et le numérique va changer notre relation à l'espace. Rien ne dit que demain, nous aurons besoin d'être concentrés ensemble dans une ville, puisqu'on peut communiquer de façon très très rapide. Donc voilà un petit peu les 4 grandes phases que moi je vois en tant que géographe sur notre histoire, notre relation à l'espace. Alors qu'est-ce qui s'est passé plus particulièrement sur la période récente pour les espaces ruraux ?
Mais les espaces ruraux, ils ont connu deux phases. Avec la révolution industrielle, ils ont connu une phase d'effondrement. C'est le grand traumatisme de l'exode rural, de la marginalisation économique des campagnes. Les gens vont partir travailler dans les villes. Ça a duré, on va dire, le 19e siècle, le début du 20e siècle. Et puis, depuis une quarantaine d'années, on observe une renaissance rurale. Alors, cette renaissance rurale, elle ne s'opère pas, bien sûr, la civilisation paysanne, la société paysanne de nos ancêtres, très enracinés, travaillant la terre, etc., ça n'existe plus. Pour autant, on a une renaissance rurale sous des formes contemporaines, sous des formes nouvelles, avec l'arrivée de populations dans les campagnes, etc. Donc voilà un petit peu, le décor est planté. Donc vous vous rappellerez, quand le rond vert, ça veut dire la période paysanne, où nous étions des petits paysans cultivant la terre. Ensuite, en rouge, plutôt la phase de la révolution industrielle qui va se traduire par la modernité, les 30 glorieuses, etc. Et puis la phase actuelle, j'ai mis phase actuelle, peut-être on pourrait dire la phase numérique, qui montre la société vers laquelle nous allons. Pour le moment, on ne peut pas la décrire de façon très très évidente parce qu'on est en cours de mutation, mais dont on commence à voir comment elle s'exprime dans sa relation à l'espace. Je vais essayer de vous expliquer les mutations qui sont en cours à partir de 3 balanciers. Le balancier de la démographie, donc je vais vous parler de la population. Ensuite, je vous parlerai du balancier des pratiques sociales, des comportements, des idéaux sociaux des gens. Et puis enfin, je vous parlerai du balancier du sens. Donc le premier point qu'on va voir ensemble, c'est le balancier démographique. Sur cette carte, vous avez l'ouest de la France. Cette carte représente le bilan naturel des communes, donc les naissances moins les décès, et le bilan migratoire des communes, donc les arrivées moins les départs. Quand c'est vert, ça veut dire que ce sont des endroits où les gens naissent, mais ensuite il y a un exode. Les gens partent. Donc vous voyez que dans les années 60, les campagnes, elles étaient en vert. Elles étaient encore marquées par des formes d'exode rural. En revanche, les villes, que ce soit des grandes, des petites ou des moyennes, elles étaient en rouge. Et d'ailleurs, Pontchâteau, vous le voyez, était en rouge. Donc il y avait un fonctionnement urbain, il y avait une industrialisation qui s'opérait, ça attirait des gens. Il y a quelques campagnes qui étaient en bleu. Alors bleu, c'est quand la vie s'en va par les deux bouts. Le bilan naturel est négatif, il y a plus de décès. Le bilan migratoire est négatif, il y a des départs. Donc on voit quelques poches de dévitalisation dans l'ouest, dans le centre-Bretagne. 40 ans plus tard, la même carte. Qu'est-ce qu'on voit? Toutes les campagnes de l'ouest intérieur sont rouges. Et à l'inverse, les centres, les cœurs des agglomérations sont verts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les grandes villes vivent essentiellement de leur bilan naturel. En revanche, vous voyez que les campagnes, elles accueillent de la population. Et les campagnes qui étaient bleues sont devenues violets. Qu'est-ce que c'est le violet? Ce sont des campagnes qui attirent, mais qui attirent plutôt pour des migrations de retraite. Donc ce sont des endroits qui ont des bilans migratoires positifs, mais des bilans naturels négatifs. Et donc vous voyez que les campagnes qui restent touchées par l'exode rural, il n'y en a pas tellement. Il y a le nord des Deux-Sèvres, mais en situation de rattrapage en ce moment, un petit peu en allant vers le bassin parisien. Donc première chose à bien retenir, c'est qu'il y a une inversion totale de la dynamique démographique. On va dire que le moment en France où la population française a été le plus concentrée dans l'espace, c'est 1968. En 1968, c'est la date à laquelle il y a le maximum de Français qui habitent sur le minimum de territoire. C'est la grande inspiration. Les villes ont aspiré les populations. Depuis le recensement de 1968 et avec la voiture, avec la mobilité, on a, moi, ce que j'appelle la grande expiration. C'est-à-dire qu'il y a une redistribution de la population dans l'espace. Les gens se redistribuent dans l'espace. Pendant 6 générations, il y a eu de l'exode rural. Et depuis 2 générations, c'est à l'inverse, un retour vers les campagnes. Alors au début, on a dit que c'était du périurbain, parce que c'était surtout visible autour des villes. Aujourd'hui, il n'y a pas de phénomène évident de périurbanisation, puisque c'est à l'échelle de la France, si on regarde le bilan migratoire à l'échelle de la France, toute la façade ouest, tout le sud attire. Indépendamment, ça n'a rien à voir avec des villes. On voit que c'est un phénomène régional et pas un phénomène périurbain.
donc, pour résumer, lorsque nous étions des paysans, nous vivions de façon dispersée dans l'espace pour produire de la nourriture. Pendant la phase industrielle, nous avons vécu de façon groupée dans les villes pour produire des biens matériels. Aujourd'hui, et ça c'est une nouveauté dans l'histoire de l'humanité, et ça c'est l'économiste Laurent Davezy qui l'a montré, aujourd'hui il y a quelque chose d'original, c'est qu'aujourd'hui l'emploi, pour le moment, se concentre dans les grandes villes. Pour autant, il y a une rediffusion de la population dans l'espace. Par le passé, c'était au même endroit qu'il y avait du boulot et de la richesse. Aujourd'hui, il y a une dissociation. Il y a une dissociation entre le lieu où on travaille et le lieu où on habite. Il y a une dissociation entre les lieux qui créent de la richesse et les lieux qui bénéficient d'une croissance de revenus. Je vais prendre un exemple que vous allez comprendre. Il y a une 50aine d'années, un étudiant de Nantes, il allait partir à Paris, 1 pour trouver du boulot, 2 pour avoir une amélioration de son niveau social. Aujourd'hui, les jeunes que j'ai en face de moi à l'université, ils sont prêts à partir à Paris pour trouver du boulot, mais ils savent que s'ils veulent avoir une qualité de vie et un revenu intéressant, il faut mieux qu'ils reviennent très vite en province parce que c'est plus intéressant. On ne monte pas en niveau de vie quand on s'en va vers Paris. Et donc ce phénomène-là, ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens qui viennent habiter dans les campagnes, ce n'est pas forcément pour travailler, ça va être pour habiter. Habiter en retraite, habiter en tant que travailleur à travailler ailleurs, mais il faut imaginer que dans l'avenir, ça va être aussi habiter tout en travaillant à domicile, en télétravail avec son ordinateur. Donc la logique des gens qui viennent, c'est d'abord une logique résidentielle. C'est la raison pour laquelle la qualité résidentielle est un élément fondamental de l'attractivité socio-économique des campagnes. Et moi, je dis toujours aux espaces ruraux, il va falloir travailler vraiment la qualité résidentielle parce que les gens, ils ne viennent pas forcément pour trouver du travail, ils viennent vraiment pour habiter. Alors c'est pour ça qu'on ne va pas pouvoir, donc l'enjeu pour les espaces ruraux et les petites villes, j'inclus Pontchâteau dedans, l'enjeu pour les campagnes, c'est vraiment accueillir, et c'est la campagne comme cadre de vie. Et comme je vous l'ai dit, on ne va pas pouvoir accueillir les gens comme on l'a fait depuis 40 ans. Je caricature très grossièrement, depuis 40 ans ou 50 ans, on accueille les gens en construisant un lotissement. On ne va pas pouvoir faire ça. Pourquoi ? Parce que les gens qui viennent, ils sont dans le champ de l'imaginaire, ça c'est le sociologue Jean Viard qui développe cette idée, les gens qui viennent sont le champ de l'imaginaire du tourisme. Alors moi je préfère dire le champ de l'imaginaire des vacances, parce que je ne veux pas dire le tourisme de masse, le champ de l'imaginaire des vacances. Qu'est-ce que c'est que le champ de l'imaginaire ? Jean Viard, le sociologue, dit « Toutes les sociétés ont des idéaux collectifs ». Et ces idéaux collectifs s'inscrivent dans le territoire, c'est-à-dire que les idéaux collectifs correspondent à des lieux idéaux. Alors, bon, par exemple, lorsque nous étions tous des paysans et qu'on devait extraire vraiment durement notre nourriture de la terre, et bien notre idéal collectif, c'était les endroits qui fournissaient à manger sans travail. Donc c'était le paradis, c'était le jardin des Hespérides, c'était des endroits qui regorgeaient de nourriture sans avoir à travailler. Et donc dans l'imaginaire de nos anciens, eh bien, sans doute les pays d'abondance, les bons pays, c'était les pays fertiles, c'était ça qui les faisait rêver. Ensuite, dans la phase de la modernité, l'idée ça a été que le progrès matériel allait nous emmener au bonheur, et donc ce qui faisait rêver au XXe siècle, c'était vraiment être moderne. Alors, c'était les escalators, les portes qui s'ouvrent toutes seules, les aéroports, les villes, le béton. Bon. Et donc, ce qui faisait rêver, ça allait être la ville industrielle, la ville moderne. Aujourd'hui, en fait, notre société est dans l'imaginaire, vit dans l'imaginaire des vacances. Dans une société où finalement trouver du travail, garder son travail est très difficile, eh bien notre rêve, c'est d'une certaine façon de s'extraire de tout ça et de ne plus penser à la problème du travail. Et donc, notre idéal à tous, aujourd'hui, dans notre société, c'est de vivre comme en vacances, partout et tout le temps. Alors vous allez me dire, bah oui, mais ça, c'est le rêve, ça. Mais je vais essayer de vous montrer que ce rêve-là, des vacances permanentes, a un impact très important sur notre façon d'aménager.
Alors, on le voit à toutes les échelles. Par exemple, à l'échelle de la maison. Eh bien, à l'échelle de la maison, l'idéal, c'est c'est la maison de vacances, c'est les vacances. Donc, c'est le jardin, enfin le soleil, le barbecue, la piscine, la terrasse. Notre idéal à tous, que ce soit pour inviter les enfants à jouer pour les anniversaires, que ce soit pour inviter les voisins à prendre, c'est de prendre l'apéritif et de manger une grillade sur la terrasse le soir, ou le midi d'ailleurs. Donc, ça a un impact, ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, quand on fait de l'urbanisme, de l'aménagement, il faut concevoir une pièce extérieure privative. C'est-à-dire que la terrasse est devenue une pièce de la maison. Et que si vous privez les gens de ça, vous les privez des relations sociales de base de notre société. Il y a une trentaine d'années, les relations sociales, elles se faisaient au travail. Le syndicat, l'entreprise, parce qu'on travaillait toute sa vie dans la même entreprise. Donc on avait des collaborations en extérieur. Aujourd'hui, où le monde du travail est devenu assez cruel et où finalement vos collègues du travail sont vos principaux concurrents, vous n'avez pas tellement d'amis au travail. En revanche, vous allez vous faire des amis en allant chercher les enfants à l'école le soir, en faisant du basket ou je ne sais quoi. Et donc, ces gens, vous allez les inviter à la maison. Regardez dans les petites annonces la place que prend aujourd'hui le moindre balcon, la moindre terrasse, pour dire voilà, c'est un appartement, mais il y a un balcon. Donc, c'est très important de concevoir cette pièce privative et extérieure. Mais ça va avoir un impact aussi sur les endroits où les gens ont envie d'habiter. Les gens, ils ont envie d'habiter au bord de la mer, sur la mer, mais ils ont envie d'habiter plus globalement dans quelque chose qui fait vacances. Alors moi, je dis toujours aux élus, si vous voulez savoir comment le village ou la commune idéale, ben vous allez visiter les villages touristiques, ou vous regardez le plus beau village de France comme émission à la télévision, et puis vous verrez ce qui va faire rêver les gens, c'est-à-dire quelque chose qui fait vacances, un bourg, un joli bourg, où on va faire ses courses à pied, etc. Ça a des impacts sur le travail. Ça a commencé il y a une vingtaine d'années avec ce qu'on appelait le Friday wear, c'est-à-dire que le vendredi, on pouvait faire tomber la cravate. Vous voyez que depuis, la cravate, elle a complètement disparu. On vient en jean, etc. Et puis, vous voyez comment, dans certaines entreprises, on enlève le bureau. On essaie de faire croire, au fond, aux travailleurs qu'ils sont presque en vacances dans l'entreprise. Alors, toutes les entreprises ne vont pas aller vers ça, mais il n'empêche qu'on voit très bien comment, aujourd'hui, par exemple, dans les nouvelles générations, la qualité de l'environnement de travail, c'est important. Et donc, moi, je dis aux élus, il faut arrêter de faire des zones industrielles avec des trucs en tôle à 2 km du bourg, sur une morne plaine ou un morne plateau. Au contraire, il vaut mieux, par exemple, mettre des ateliers relais dans du bâtiment ancien, du patrimoine ancien. On a parfois des grands bâtiments dont on ne sait pas trop que faire dans les centres-bourgs, dans les centres-villes, le long des rivières. Eh bien, ça peut être valorisé en immobilier de travail, pour du travail tertiaire. Et puis, bien sûr, ça a un impact aussi dans la consommation. Alors, l'idéal dans notre tête, c'est le petit marché de Provence. Ça fait vacances. Eh bien, regardez comment, par exemple, dans la grande distribution, on essaie de transformer... Alors, les parkings, on va mettre des arbres qui font vacances. Pin parasol, palmiers. Regardez comment les centres commerciaux, même si c'est couvert, on va avoir des parasols pour faire vacances. On va mettre des faux palmiers, des fontaines, enfin des choses qui font petite rue sympa. Mais tout ça pour vous dire que la grande distribution est en train de s'adapter à ça. Elle décompose ses magasins, c'est-à-dire on n'a pas des très grands magasins, mais on va avoir des petits magasins. Ou alors, je reprendrai les propos du président du Système U, qui a dit il y a 2 ans, en Vendée, quelque chose qui est complètement contraire à tout ce qu'ils ont fait depuis 40 ans. Il a dit, la plus belle des galeries commerçantes pour un supermarché, c'est la place du bourg. Et donc on commence à avoir le Système U qui essaie de commencer à réfléchir à comment est-ce qu'il peut se réintégrer dans les bourgs pour se donner ce cachet un peu plus, entre guillemets, vacances. Donc l'enjeu contemporain des petites villes et des campagnes, à mon avis, c'est vraiment de penser leur cadre de vie en relation, en cohérence avec cet idéal collectif des vacances. Alors les leviers pour agir, moi je pense que vous allez avoir plein d'idées, mais ce que je veux dire c'est que on peut décliner ça de façon très opérationnelle. Alors par exemple,
il va falloir, on va pas pouvoir ne jamais parler de la question de la beauté dans l'aménagement. Souvent on fait des aménagements pas chers, on va réfléchir à tout ce qui coûte pas cher. Je pense que le plus catastrophique qu'une campagne puisse faire aujourd'hui, c'est de dire « venez habiter chez nous, c'est pas cher ». Non, venez habiter chez nous parce que c'est beau. Donc il y a des études maintenant qui ont montré que l'être humain, vous savez, on a des restes de notre période quand on vivait dans les forêts en chasseurs-cueilleurs. L'être humain, il est conçu il est adapté pour vivre dans des environnements changeants, voire menaçants. Et quand l'environnement change, l'être humain, justement, pour s'assurer que les autres n'ont pas des attitudes belliqueuses, etc., eh bien l'être humain, quand il est dans des environnements changeants, inhabituels, il va aller parler aux gens. Il va avoir des comportements pro-sociaux. Ça, c'est notre histoire. Et donc, ce chercheur a montré que les environnements monotones, standardisés, quand c'est tout pareil, eh bien l'être humain, c'est pas fait pour lui. Et l'être humain, dans ces environnements-là, il devient stressé, anxieux, et il a des comportements antisociaux. C'est-à-dire qu'il ne va pas vers les autres, et au contraire, il ne veut pas les voir. Donc, ce professeur disait, il va falloir réintroduire de la beauté, c'est-à-dire, alors, bon, le beau, vous allez me dire, c'est relatif, mais c'est au moins, le beau, c'est l'aspiration à tout être humain de s'émerveiller sur quelque chose. Et donc, il va falloir réintroduire un peu de beauté et de la cacophonie dans l'aménagement, parce que si on fait des hectares et des hectares de lotissement qui se ressemblent d'un bout à l'autre, ça ne va pas fonctionner. Donc, aujourd'hui, je dis souvent aux élus, souvent on parle d'urbanisme, il n'y en a pas. Il y a une juxtaposition de programmes immobiliers. Un lotissement, plus un lotissement, plus un lotissement, plus une zone commerciale, plus une zone industrielle. Mais tout ça, ça ne fait pas un bourg. Ça fait une juxtaposition de projets immobiliers. Donc, souvent, il n'y a pas d'urbanisme global. Par contre, on a un règlement de PLU extrêmement tatillon qui dit qu'il faut que la pente du toit, la longueur de la rue, bref, au bout du compte, la seule chose que vous pouvez faire, c'est un pavillon de lotissement comme celui du voisin. Alors moi, j'essaie de dire aux élus, il va falloir faire des projets d'urbanisme un peu forts, avec une directive, un projet, une idée. Et puis une fois que ce projet bien cadré est mis en place, peut-être qu'il va falloir un peu lâcher la créativité habitante pour peut-être faire un peu de cacophonie dans quelque chose qui est quand même un projet. Il va falloir essayer pour que ça fasse touristique, pour que ça fasse vacances, il faut que ça fasse vivant. Et pour que ça fasse vivant, il faut qu'il y ait des usages. Or, depuis 50 ans, on fait du zonage. On met là la zone industrielle, la zone commerciale, la zone résidentielle. Alors évidemment, quand les gens sont à travailler, ils sont là. Donc là, c'est vide. Et puis le soir... Et donc le zonage ne favorise pas l'usage, la vitalité, les multi-usages. Donc il va falloir réfléchir à comment est-ce qu'on peut habiter dans un endroit où il y a des gens qui travaillent, comment est-ce qu'il peut y avoir peut-être de la nature avec l'humain, etc. La mixité. Bon, et puis sans doute qu'il va falloir faire évoluer un petit peu l'aménagement en intégrant la question de la sensation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait de l'aménagement, on pense, action, et on construit. Or, on découvre, une fois que c'est construit, l'environnement en 3D dans lequel les gens vont vivre pendant des décennies. Le problème, c'est qu'on sait maintenant qu'un environnement en 3D, ça a des sensations sur nos sens. C'est-à-dire qu'on a une belle vue, on n'a pas une belle vue, on sent du vent, c'est venteux, c'est bruyant, ou c'est agréable. Ça a un effet sur nos sensations corporelles. Mais ce dont on commence à se rendre compte, c'est que ça a un impact sur nos comportements. C'est-à-dire qu'on a remarqué, alors je prends très rapidement cet exemple qui est très parlant, on fait 2 parkings à vélo. Un parking à vélo très joli, bien aménagé, et on fait un parking à vélo dégradé, moche, avec des chewing-gums collés partout, des tags, des papiers, des mégots de cigarettes par terre. On le laisse pendant 3 mois. Quand les chercheurs reviennent pour voir ce qui s'est passé, eh bien, le parking à vélo qui était propre et beau est resté propre. Le parking à vélo qui était dégradé est encore plus dégradé. Ça veut dire que les environnements moches, les environnements dégradés sont dégradants pour les gens qui les dégradent.
c'est la même chose. Moi, j'ai toujours remarqué, j'ai toujours été stupéfaite de voir que c'est dans les coins les plus jolis que les gens mettent des fleurs. Vous avez dû voir ça quand on va se balader. Il y a des coins très jolis, et alors là, les gens mettent des fleurs. Alors qu'il y a des coins qui ne sont pas jolis, qui mériteraient bien d'avoir quelques fleurs, et là, pour autant, les gens n'aménagent pas. Donc ça, c'est important de prendre en considération le fait que quand on fait un aménagement, il faut arrêter de voir ça sur un papier en aplat et commencer par se dire quel environnement de vie on est en train de proposer aux gens. Qu'est-ce qu'ils vont expérimenter là-dedans, qu'est-ce qu'on a envie qu'ils vivent là-dedans. Donc ça, c'était ma première idée, la campagne comme un cadre de vie en résonance avec cet idéal touristique. Déjà en soi, c'est une vaste question d'urbanisme après. Alors, le deuxième point que je vais aborder avec vous, c'est de montrer que cette société, il y a une évolution également des pratiques. On est en train de passer d'un idéal qui était plutôt celui de l'émancipation de l'individu par la ville. Ça, c'est les générations un petit peu passées. Et les générations actuelles, elles sont plutôt dans le rêve d'une convivialité villageoise. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Lorsque nous étions dans une société paysanne, on vivait en communauté. Communauté familiale, communauté paroissiale, etc. Ensuite, au XXe siècle, il y a eu une phase très importante d'individualisation. Cette individualisation, elle ne pouvait se faire que par la ville, puisque la campagne, c'était l'espace de la communauté. Donc, pour s'émanciper, on partait plutôt à la ville. Aujourd'hui, les jeunes générations sont saturées d'individualisme et elles rêvent de refaire communauté. Mais pas refaire communauté comme on était par le passé, mais faire des communautés d'individus. Alors je prends souvent cette métaphore qui est assez parlante, c'est-à-dire que nous étions comme de la roche dans une carrière, puis on a débité des pavés, et aujourd'hui la question de la jeunesse, c'est comment on va faire maison commune avec les pavés que nous sommes. Donc, en fait, dans les sociétés paysannes, on va dire jusque après la Seconde Guerre mondiale, finalement c'est la génération des baby-boom qui s'est individualisée. Eh bien, on vivait dans une famille. Alors souvent, on vivait notamment dans les campagnes, avec les fermes, on vivait avec les grands-parents. Des fois, il y avait un vieux tonton, une vieille tante célibataire. Il pouvait y avoir des domestiques, des ouvriers agricoles. On vivait enracinés, on vivait dans la paroisse, on vivait sous le regard des voisins. Donc il y avait quand même aussi un contrôle social. Il y avait une grande solidarité, mais il y avait une grande sécurité, mais il y avait un contrôle social un peu pesant. Le XXe siècle, ça a vraiment été l'émancipation de l'individu. Ça a passé par le salaire individuel, parce que certains d'entre vous le savent, mais je veux dire, jusque dans les années 50, les enfants qui travaillaient à la ferme n'avaient pas de salaire, ou ceux qui travaillaient à l'usine donnaient leur salaire aux parents. Le salaire individuel, la voiture individuelle, la maison individuelle, la maison de lotissement, elle a répondu à ce désir d'émancipation. C'est-à-dire que dans le pavillon, on était enfin seul. Le couple enfin seul avec ses enfants, que le couple. Et puis ce jardin autour avec cette haie pour se cacher des voisins. Parce qu'on était saturé du regard des voisins. Donc on se retrouvait enfin seul, enfin libéré de tout ça. Et puis la consommation de masse, ça a été aussi un des éléments d'expression de l'individu. Aujourd'hui, les jeunes, en fait, eux, ils ont envie de retrouver des éléments de communauté, parce qu'ils sont tellement individualistes, tellement individualisés, qu'ils ont envie de retrouver des éléments de communauté. Alors ça passe par les réseaux sociaux, donc Facebook, enfin vous connaissez tout ça, mais on peut dire aussi qu'ils ont des rêves qui peuvent rappeler en fait ce que les campagnes ont vécu, mais dans un mode nouveau. Par exemple, les jeunes, moi je les vois à l'université, ils vont être beaucoup dans l'économie du partage. Donc le covoiturage, la colocation, l'achat en commun de matériel. Ils vont être aussi dans l'économie, l'autonomie. Ils rêvent beaucoup de l'autonomie. Autonomie alimentaire, autonomie énergétique, faire son potager, etc. L'agriculture. Et puis aussi, ils vont être beaucoup dans une économie circulaire. Composter, recycler, réparer, etc. Et donc, en fait, donc ça, ce que je vois, moi, c'est que ça, en fait, c'est un héritage de la période paysanne.
C'est un héritage. Moi, je leur dis aux étudiants, mais finalement, l'achat de matériel en commun, ça existe. Hein. À la campagne, ça s'appelle la CUMA. De la même façon que la colocation, c'est une façon choisie de vivre de façon un peu communautaire, en plus grand nombre, dans une famille un peu élargie, telle qu'on pouvait le connaître par le passé dans les fermes. Donc, pour moi, il y a dans la jeunesse un désir de réappropriation de cet héritage. Sauf que les campagnes n'en font pas état. Les campagnes n'en parlent pas. À tel point que les villes communiquent beaucoup. Les villes, en ce moment, elles veulent faire très moderne. Nantes travaille à sa modernité, et c'est très bien. Elle a des grands projets urbanistiques pour sa modernité, c'est très bien. Ils font de l'urbanisme à Nantes. Ils ont des projets, une vision pour la ville. Ils se disent, voilà, nous sommes une grande métropole. Mais en même temps, ils jouent sur tous les tableaux, c'est-à-dire qu'en même temps, ils veulent faire plus campagne que la campagne. Alors, par exemple, on va le voir, ils vont mettre des arbres fruitiers au pied du château, ils vont mettre des bacs de culture un petit peu partout, ils appellent ça l'agriculture urbaine. Ils font de l'agriculture urbaine. Et même, ils appellent ça de la permaculture. Ils ont l'impression d'inventer l'agriculture. Je vous jure, moi je rencontre des gens dans les villes qui font du potager, comme peut-être chacun d'entre vous depuis toujours. Ils ont l'impression d'inventer l'agriculture. De la même façon que moi, je le dis toujours en rigolant, j'ai été invitée par Facebook, personnellement, on m'a envoyé un message pour venir fêter les 1 an du compost de Paris. Alors je me suis dit, mais c'est incroyable. Un compost, ça existe depuis des milliers d'années. Donc on a la campagne qui pratique ça, qui dit rien, qui ne le valorise pas, et puis les villes qui donnent l'impression d'être en train d'inventer tout cet héritage, enfin tout ça, le recyclage, le compostage, l'autonomie alimentaire, etc., etc. Donc dans la jeunesse, il y a un idéal de vie, et moi je pense qu'il y a un enjeu, c'est que la campagne, en fait, non seulement elle doit se valoriser comme un cadre de vie en résonance avec l'idéal touristique, mais en plus la campagne pourrait faire encore mieux, elle pourrait travailler ce qu'elle est, son image, c'est-à-dire elle pourrait la campagne se valoriser comme un mode de vie. Un mode de vie convivial, avec un côté collectif villageois, avec du recyclage, avec de l'agriculture, etc., etc. J'ai pris volontairement, ça c'est la couverture du magazine de Loire-Atlantique de l'année dernière, où on voit que le citoyen idéal de la Loire-Atlantique, il ne ressemble pas du tout à un Nantais, alors qu'on est dans un département extrêmement urbanisé. Vous regardez que le citoyen idéal de la Loire-Atlantique, il a quand même une tête de rural, avec sa poule sous le bras. C'est un manuel, ce qui ne correspond absolument pas du tout, on va dire, à l'habitant lambda de Nantes, par exemple. Donc, mais alors, quel est le levier pour agir ? Alors, le levier pour agir, je suis claire, il me semble qu'il faut commencer par le fait que la campagne soit fière d'être la campagne. Le problème des ruraux, pour moi, le problème des campagnes, pour moi, c'est que leur problème, c'est qu'elles ne veulent pas faire campagne. Elles veulent faire moderne. Elles veulent faire ville. Elles veulent ne pas avoir l'air d'être en retard. Je crois que c'est lié, on n'a pas analysé l'impact que ça a pu avoir, ce grand effondrement du 19e siècle. 6 générations d'exode rural. Donc les campagnes ont peur du déclin. Elles ont peur du déclassement. Elles ont peur de la marginalisation. Mais ce que je veux partager avec vous, c'est l'idée que les jeunes générations, elles ne sont pas du tout dans cette idée-là. Les jeunes générations entendent un mode de vie, ils peuvent entendre un mode de vie rural. Il y a plein de jeunes qui n'ont pas envie de vivre dans le centre de Nantes, qui ont envie de rester au pays, entre guillemets, on va dire ça comme ça, avec une vision extrêmement positive de la ruralité, pour peu que ça fasse campagne. Et c'est pour ça que des fois, avec des élus, il y a des trucs qui ne vont pas. C'est-à-dire que les élus, on va dire ancienne génération, qui sont dans le champ de l'imaginaire de la modernité, eux, ils veulent que ça soit propre. Ils veulent goudronner, ils veulent mettre des beaux trottoirs, des beaux lampadaires, des pots de géranium, ceci, cela. Alors que les jeunes générations, eux, ils voudraient que la venelle, elle reste juste ensablée, qu'on leur sème des roses trémières ou des coquelicots ou des bleuets selon l'endroit d'où on vient, le long des bordures,
ils ont envie que ça fasse campagne. Donc, il est important, dans les politiques d'aménagement, de penser que les générations qui viennent, eux, sont dans ce champ de l'imaginaire-là, de la convivialité villageoise, des vacances. Troisième balancier, il me semble important, c'est le balancier du sens. Il me semble que dans notre société, on est en train de passer d'une valorisation de l'avoir à une valorisation de l'être. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, en fait, la civilisation paysanne était extrêmement sobre, extrêmement frugale, on pourrait dire même pauvre. La modernité, ça a vraiment été l'idéal du progrès matériel. Et c'est bien, je veux dire, je ne remets pas du tout en cause ça. Le chauffage, l'électricité, la salle de bain, une qualité alimentaire, de l'éducation, des voyages, etc. Donc l'idée, c'était vraiment que le progrès matériel allait nous emmener vers le bonheur, que le développement matériel allait nous emmener vers le bonheur. C'était tellement vrai qu'on en a oublié le but, à savoir le bonheur, et on a visé le processus, le développement. Le développement, c'est un processus, ça ne peut pas être un but. Vous imaginez un arbre qui n'aurait pour but que de se développer, ça n'existe pas. Mais nous, c'était devenu notre but. Il faut quoi? Se développer. Et souvent, quand j'entends les élus parler, ils disent, voilà, il faut se développer. C'est comme si c'était le but, mais se développer, pourquoi? Et aujourd'hui, on est dans une société où on voit bien que ce mythe du développement, il a perdu de son pouvoir parce que c'est pas parce qu'on a plus qu'on est mieux. Et donc, notre société, elle est ramenée à, au-delà du plus, qu'est-ce qu'on veut? Et on le voit bien au niveau individuel. Les gens, il y a beaucoup de gens qui font des psychothérapies parce qu'en fait, ils ont tout dans la vie. Ils ont tout matériellement. Mais ils ont besoin de se poser la question, mais je suis qui? Je veux quoi? Eh bien, je me rends compte que pour les territoires, c'est pareil. Regardez la place des valeurs dans le débat politique actuel, ça revient. Parce que, justement, qui suis-je? Ça me pose la question de quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que je veux? Bon, voilà. Et donc, dans ce monde très incertain, eh bien, un territoire où une personne ne peut pas naviguer dès qu'on lui dit de faire ci. Moi, je vois les élus, la loi NOTRe, la loi SRU, alors on navigue, c'est de Charybde en Scylla, vous voyez, le bateau. Et donc, la question, c'est de savoir, mais c'est quoi vos valeurs? Quels sont vos invariants? Quels sont vos invariants? Quoi qu'il arrive demain, quelle que soit la politique, quelles que soient les conditions géopolitiques, quels sont les invariants d'un territoire comme celui de Pontchâteau, d'une communauté de communes, etc. Donc c'est un petit peu ça la question qui est posée. Alors derrière cette question qui suis-je, cette question qui suis-je, elle arrive à un drôle de moment. Elle arrive à un moment où c'est pas très facile d'y répondre. Pourquoi? À cause de la révolution numérique. J'ai lu un livre très intéressant qui s'appelle La société malade d'Alzheimer. C'est un sociologue qui a écrit ça, Michel Billet. Il dit Alzheimer n'est pas une maladie. Il n'y a pas de virus, de microbes, Alzheimer. Non, c'est un ensemble de symptômes. Et il dit c'est un ensemble de symptômes qui sont l'expression d'un malaise collectif. Quel est le problème des malades d'Alzheimer? C'est qu'ils sont égarés dans le temps, ils sont égarés dans l'espace, et ils sont égarés dans la relation à l'autre. Et Michel Billet dit mais c'est toute notre société qui est malade d'Alzheimer. Et donc la question du qui suis-je, je suis qui, elle arrive à un drôle de moment puisque en fait ce qui fait l'identité d'un être humain, c'est d'être incarné sur Terre, c'est-à-dire dans un espace, dans un lieu qui a une histoire, etc., et dans un temps, dans une époque. Sauf que la révolution du numérique fait que la relation, le temps, tout devient immédiat, c'est-à-dire il se passe un truc là, de l'autre bout du monde, on le sait, donc le temps n'existe plus, tout est immédiat. Et l'espace se rétracte comme peau de chagrin, puisqu'on peut être en contact avec son enfant qui est en Australie, etc. Et donc, Michel Billet dit, mais on a une rétraction de l'espace et du temps, et donc les personnes ont du mal à savoir qui elles sont. C'est-à-dire, c'est notre incarnation dans l'espace et dans le temps qui fait qui nous sommes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous sommes égarés dans le temps. Je vais vous donner des exemples concrets. Nous sommes égarés dans le temps. Par le passé, c'était les anciens qui apprenaient aux enfants.
Aujourd'hui, avec cette révolution technologique permanente, ce sont les enfants qui apprennent aux anciens. Les salariés dans les entreprises avec les systèmes informatiques sont obsolètes tous les 3-4 ans. Tous les 3-4 ans, on doit réapprendre totalement comment fonctionnent les ordinateurs, les machins, les trucs. Vieillir dans notre société n'a plus aucun sens, sauf celui de devenir obsolète, ce qui est très angoissant. On est également égaré dans le temps, par exemple, on est égaré dans le temps des saisons. Par exemple, l'agriculture, on est pratiquement insensible aux saisons aujourd'hui. On est habillé à peu près toute l'année pareil avec le chauffage. Il y a même des gens qui vivent un peu hors sol, c'est-à-dire que dans des très grandes villes, il y a l'éclairage permanent, il n'y a plus de jour, il n'y a plus de nuit. On est égaré dans le temps. On est égaré dans l'espace. Il y a des gens, quand ils n'ont plus leur GPS, ils ne savent pas où ils sont. Moi, j'ai vu quelqu'un qui, un jour, a téléphoné en disant « Je ne pourrais pas venir au rendez-vous à Saint-Sébastien-sur-Loire puisque mon GPS est en panne. » Les enfants, regardez, quand on voyage, les enfants, maintenant, on leur met un DVD à l'arrière. Et puis les fenêtres, elles sont fumées. On ne regarde pas dehors, ça ne nous intéresse plus, en fait. Le voyage ne nous intéresse plus. Et d'abord, quand on fait du voyage, quand on voyage, on prend l'avion. À la descente de l'avion, on est presque obligé de se pincer pour savoir si on est bien parti. L'aéroport, c'est le même. Les villes sont les mêmes. Les boutiques sont les mêmes. Les gens sont habillés pareil, ils mangent la même chose. À tel point qu'on pourrait se demander finalement, il y a quelqu'un qui dit « Mais on n'a jamais autant voyagé, pour autant on n'est jamais dépaysé. » Le dépaysement, l'altérité est très rare. Et donc en fait, on a un égarement dans le temps. On a un égarement dans la relation à l'autre, parce qu'on a des relations, mais pour avoir des relations de cœur, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, que ce soit Michel Billet dans la Société malade d'Alzheimer ou Lionel Nakache, qui est un neurologue spécialiste de la crise d'épilepsie, les deux disent la même chose. Cette restriction de l'espace-temps, elle est en train de faire perdre le sens de lui-même à l'être humain. Et les gens vivent machinalement. C'est-à-dire qu'on vit, les gens vivent, mais ils vivent un petit peu comme des robots, comme des zombies. Ils font des choses, mais ils n'ont plus de capacité à prendre du recul, à se comporter en fait de façon humaine. Et donc ça me semble être une vraie question, c'est une vraie question très humaine, qui n'est pas que posée aux campagnes et aux villes, mais moi je crois que les espaces ruraux peuvent apporter des éléments de bien-être pour les êtres humains. Et je pense qu'en aménagement, il est temps de prendre soin de l'être. Alors, il y a plein de leviers pour agir, pour que les gens se sentent bien. Alors, que ce soit Lionel Nakache, le neurologue, ou Michel Billet, le sociologue, par exemple, tous les deux disent qu'il est très important de préserver la diversité paysagère. Si on veut que les gens ne soient pas égarés dans l'espace, il ne faut pas que ça soit une banlieue pavillonnaire qui aille de Guérande jusqu'à Ancenis. Parce qu'auquel cas, les gens, ils vont être paumés, ils vont être incapables de dire s'ils sont à Pontchâteau, ou à Savenay, ou à Ancenis. Donc, préserver la diversité des lieux, ça veut dire qu'il y a des villes, elles vont travailler leur image de ville. Et puis, il y a des endroits, c'est des campagnes, il faut travailler l'image de la campagne. Peut-être qu'à Pontchâteau, il y a des endroits où il va falloir travailler des images urbaines, et peut-être qu'à d'autres endroits, il va falloir travailler des images rurales. Mais être au clair sur là, c'est la ville, là, c'est plutôt la campagne, etc. Donc, préserver. Moi, je pense qu'il va falloir utiliser, alors, ça, c'est ma deuxième idée, comment donner des repères dans l'espace et dans le temps. Donner des repères dans l'espace, c'est la diversité des paysages. Mais ça va aussi être, donner des repères dans l'espace, ça peut être, quels sont les lieux, des marqueurs qui vont symboliser la centralité. Par exemple, alors souvent, il y a les églises qui peuvent exprimer des choses. Mais à Pontchâteau, je sais que vous avez ce transfo-là. Pour moi, qui ne suis pas du coin, je trouve qu'il a du charme. C'est un marqueur. Quand on passe là, on sait qu'on est à Pontchâteau. Il y a des éléments qui peuvent être symboles d'un territoire. Quels sont vos centres ? Quels sont vos marqueurs de centralité? Quelles sont vos limites? À quel moment on sait qu'on sort du bourg de Pontchâteau? À quel moment on sait qu'on rentre dans tel village? Qu'on sort de la commune, etc. Donc des marqueurs, comment vous allez marquer géographiquement les lieux? Comment vous allez aussi permettre aux gens de se repérer dans le temps? Alors par exemple, il y a beaucoup de communes rurales
qui disent, parce que moi j'avais posé la question aux étudiants, je leur pose toujours la question, comment vous savez que vous êtes à la campagne? Alors là, il y a quelqu'un qui m'avait fait cette réponse, qui m'a dit, mais la campagne, pour moi, c'est quand on voit les étoiles la nuit. Ce qui est la vérité, Et il y a beaucoup d'espaces ruraux maintenant qui vont valoriser cette relation au cosmos, qui fait qu'on est des êtres humains incarnés, qu'on vit, qu'on n'est pas des robots. Eh bien, il y a des villes qui se font labelliser communes étoilées, par exemple. Ça peut être aussi les repères dans le temps, comment vous allez utiliser votre patrimoine, le passé, peut-être pas pour le mettre sous cloche, mais pour raconter votre histoire. Comment vous allez raconter à travers l'urbanisme votre histoire. Moi, par exemple, ce qui m'inquiète beaucoup en ce moment en Loire-Atlantique, c'est que les lotissements ont banalisé toutes les périphéries des bourgs. C'est-à-dire qu'à peu près, bon, il y a quand même le Sud-Loire et le Nord-Loire avec les toits, enfin la maison plutôt bretonne, plutôt vendéenne, non ? Mais partant de là, sinon, toutes les périphéries des bourgs ont été banalisées. Aujourd'hui, on s'attaque à la banalisation des centres-villes, en faisant partout les mêmes programmes immobiliers, de petits collectifs. Je ne suis pas contre les collectifs, hein. Par contre, je suis contre le... Vous allez voir, on va banaliser, c'est-à-dire que Pontchâteau va ressembler au centre de Savenay, qui va ressembler au centre de Carquefou, qui va ressembler au centre... Les périphéries se ressemblent, maintenant ça va être les centres. Donc comment vous allez utiliser votre patrimoine pour raconter votre histoire aux gens qui vont venir et pour faire que Pontchâteau, ça ne soit pas ailleurs. Je vous attire votre attention sur le nom des lieux. Aujourd'hui, on est sur des noms de planification qui ne correspondent plus à rien. Par exemple, il y a des communes qui fusionnent et elles prennent des noms, ils choisissent des noms comme des marques de pots de yaourt. Est-ce qu'on est connu? Comment ça sonne? J'ai caricaturé. Dans ma communauté de communes, ils avaient choisi un nom, ils se sont rendus compte que c'était le nom d'une entreprise qui faisait du recyclage de déchets, c'est pour vous dire. Donc c'est très grave en fait, le nom qu'on donne aux choses. Aujourd'hui, on est dans des noms qui ne sont pas des noms d'usage. C'est pas la rue qui monte, la rue de la Maison Bleue, quelque chose qui correspond à un usage des gens. On est sur des noms de planification qui sont souvent insipides. Bon, alors le moins grave, le plus facile, ça va être des noms de végétaux, vous voyez. Et puis, bref. Et puis surtout des noms de communes ou des noms de communautés qui ne correspondent à aucun lieu. On va appeler la commune, je sais pas, je dis n'importe quoi, Orée d'Anjou, comme en Anjou, Orée d'Anjou. Le problème, c'est que c'est à Orée d'Anjou, mais Orée d'Anjou, c'est nulle part. Et donc, on est en train de créer des non-lieux. Donc, vous voyez, les gens, ils sont déjà égarés dans ce monde numérique qui fait que tout est rapide, tout est resserré, il n'y a plus d'espace-temps. Et en plus, on est en train de leur changer leur cadre de territoire, on est en train de changer les lieux, on change les noms, mais les gens sont complètement paumés, en fait. Et on ne favorise pas leur bien-être. Donc, il faut être vigilant, il y a plein de petites choses comme ça où il faut y réfléchir. Donc, je vais aller très rapidement parce que je suis un peu bavarde. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, concrètement, les leviers. L'espace public, comment on peut revaloriser l'espace public pour que ça devienne des lieux de relation à l'autre? Comment est-ce qu'on peut donner du sens au-delà de la gestion comptable? On ne peut pas avoir des projets d'aménagement en disant on a fait ça parce que c'était le moins cher. Parce qu'à force de faire du pas cher, ça coûte très cher. Et donc il va falloir donner du sens au projet d'aménagement qu'on fait. Qu'est-ce que ça a comme signification et comme direction? Bref, vous l'aurez compris, il me semble qu'une grande mutation est en cours. Dans les années 60, il y a eu et un certain nombre d'entre vous l'ont vécu, il y a eu la révolution, on va dire, de la modernité. On est passé de la société paysanne à la société moderne. Aujourd'hui, il y a une autre révolution qu'il faut qu'on fasse, c'est de passer de la société moderne à une société contemporaine, telle que je vous l'ai un petit peu décrite. Et il me semble que les jeunes, en fait, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, les jeunes? Les jeunes sont en train de faire la critique de la modernité. Ils font la critique de la modernité. Toujours plus, est-ce que ça apporte du bonheur? La voiture partout, est-ce que ça va? La maison individuelle entourée de tuyas, on voit jamais les voisins, est-ce que c'est pas ça qu'on a envie? Donc ils font la critique de la modernité, et en même temps, ils sont en train de se réapproprier l'héritage paysan en disant finalement, cette vie villageoise, cette vie plus autonome, cette vie plus collective, elle avait aussi des qualités,
et ils sont en train de se les réapproprier, bien sûr, à leur manière. On ne va pas recréer la société paysanne du passé, c'est pas souhaitable et c'est pas le sens de l'histoire. Mais ils sont en train de se réapproprier ça. Et souvent, les anciens, entre guillemets, sont un peu inquiets en voyant leurs jeunes qui se mettent à vouloir faire du potager, qui leur donnent des leçons sur le compost ou je ne sais quelle histoire de toilette sèche ou je ne sais pas quoi. Et il y a parfois de la compréhension. Mais moi, mon idée, c'est de dire ne pas avoir peur. Ils sont en train de se réapproprier ce qui était bon pour le mettre à la sauce contemporaine. Voilà résumé en quelques temps, et j'ai un petit peu dépassé un peu mon propos pour essayer de proposer aux élus de Pontchâteau, comme on l'avait fait dans la réunion il y a quelques mois, et puis à vous ce soir, d'essayer de lancer quelques pistes de réflexion sur le sens un peu de l'évolution de notre société et comment on peut s'approprier ça pour faire un urbanisme contemporain pour Pontchâteau demain. Je vous remercie.